Le 29 octobre 2020. Être présent face à un tableau qui pose trois grandes questions. D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Trois temps désignant le passé, le présent et le futur. Trois verbes pour être actifs dans le temps. Venir, être et aller. Le premier, venir, pointe l'espace de l'origine. Le dernier, aller, indique l'espace de la finalité. Un adverbe de lieu les introduit. Où? En quel lieu? Quant à que sommes-nous, pourquoi ne pas le remplacer par un où sommes-nous? Les femmes se désirent plus de l'argent qu'elles gagnent quand elles en gagnent. La question de bonheur, alors parlons-en, les femmes gagnent. Quant à que sommes-nous, pourquoi ne pas le remplacer par un où sommes-nous? Bonsoir. Nos plus brillants exploits. Je suis assis devant une table qui se présente devant personne. Où êtes-vous? C'est un thème central pour de nombreux électeurs. Résumé de la situation. Fait qu'il y a la gestion des masques, la gestion des lunchs, le mien et celui de ma progéniture, la gestion des chantiers de construction quand je suis en auto, la gestion des conducteurs pressés quand je suis en vélo. Je suis présent, en personne, plongé dans des images incorporelles qui circulent sur Internet. Pourtant, je suis bel et bien présent, ici et maintenant. Mais à qui vais-je m'adresser réellement? Où sommes-nous dorénavant? La gestion de classe en contexte COVID, la gestion des 10 millions de mots de passe pour des machines techno, la gestion de mon propre stress et de celui des autres, la gestion de mon impatience dans la file au service de garde, la gestion du désinfectant pour les mains, de la crème pour les mains, puis des lingettes pour le reste. Gauguin rêvait d'une société utopique fondée sur d'autres valeurs que celles de la société européenne et occidentale. De nombreuses utopies ont fleuri au cours de ce siècle. Aujourd'hui, le 21e siècle ne rêve plus. Son espace se rétrécit. Siècle dystopique. Devrions-nous plutôt dire dysphonique, dysfonctionnel, dystrophique, dyslexique? Le préfixe dys signifie négation, malformation, mauvais, erroné et difficile. N'oublions pas que ce préfixe a été très prolifique pour créer du vocabulaire médical. On peut avouer que le 21e siècle affiche bien des maladies. Ah oui, puis il faudrait que je m'inscrive à une activité sportive pour relaxer, que j'aille à la bibliothèque pour faire plaisir à fiston, etc. Je sais, votre vie est probablement pire que la mienne et je me plains pas. Je suis contente d'être dans l'action et d'être retournée travailler. Mais est-ce que c'est moi ou ça commence à faire bien des petits trucs à gérer? Des personnages comme Firefox, Gros Jour, Esprit Errant. Les pandémies, le racisme, les effets à rebours du colonialisme, la misogynie, mais aussi le retour à des systèmes politiques rétrogrades et antidémocratiques. La Terre entière vit sur des volcans. Nous habitons une planète sous perfusion qui dépasse la capacité de nourrir ses propres habitants. La faillite est imminente après 40 ans de capitalisme néolibéral. Le construire. Les femmes sont positionnées à servir les autres et à ne pas C'est à ce s'occuper d'elles. raciste méprisable. Jamais le titre de père du Canada moderne. Il n'y a pas de quoi rêver à un futur. Et pendant ce temps, le monde est hyper connecté. De la surface de la Terre aujourd'hui. Peut-on encore ouvrir le futur? L'imaginer, l'anticiper et le désirer comme possible. C'est un peu un secret de polichinelle, mais le gouvernement devrait annoncer le prolongement des mesures sanitaires dans les zones rouges. Où sommes-nous, humanité? À Marianne Gaboury, à Tana Delture, François Beaulieu, James Douglas, Pierre Bonga et David Je crois que c'est très important à dire parce que je le ressens moi-même. Parlementaire aux Sud-Septième, aux Assiniboines, aux Cris, aux Kootenais, aux Danais du Nord, aux Chinois, aux Algonquins, qui ne furent pas invités aux cérémonies du Canadien
Pacifique. Pacifique lors de l'ouverture de la voie ferrée transcanadienne. Lors même... Où sommes-nous, humanité? Jamais nous ne nous débarrasserons de ces démons si, plutôt que de les confronter, nous persistons à nous mentir à propos de l'épopée de nos plus grands. Devenir un corps sonore pendant la saison de la chasse. Donner la parole à la solitude du corps isolé de l'extérieur et de l'intérieur, à la peur que peuvent nourrir l'attente et le silence, au sens à donner à la traque comme une sommation à faire comparaître la mort à la pointe du fusil. C'est quoi tuer un orignal? C'est pour commencer, tu le suis, tu l'approches, tu l'étudies, puis tu le traques, puis tu le tires. C'est le même scénario qui se reproduit ce soir. Tu te ramasses au camp, puis là, tu arrives, puis tout d'un coup, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va s'avancer sur quelque chose, puis qui va prendre la parole. Ben, tu le laisses aller, puis là, tu lui donnes du câble, puis là, tout le monde s'occupe de son cas. C'est quoi le programme aujourd'hui? Je pense qu'on va faire la cache. On marche un peu, mais ici, c'est un peu trop flat. On va aller dans la montagne, mon père a vu Charlotte. J'ai une cache qui est là. Puis après, on va monter dans une autre montagne. Juste des montagnes. Il y a quelque chose que je découvre dans la traque. Quelque chose qui s'apparente à un certain abandon d'humanité, comme une disposition sauvage à la création. L'attente de l'animal littéraire, parfois victime sacrificielle de la poésie qui la tue, parfois animal sacré, habitant le récit comme on habite la forêt. Pour le moment, je n'écris pas. Je pourrais dire que je pointe. C'est une expression pour dire que l'on dirige son arme sans viser précisément, pour toucher à plus large que la cible. Chut. La chasse, faut pas parler. La chasse, faut murmurer. On arrive à la cabane. Comment répondre à la question de la présence, à celle du lieu et de son expérience, alors que la vérité s'habille lentement, en contre-jour d'une surcharge qui aveugle. Répondre, c'est se glisser dans l'eau froide du lac, traverser cette fine couche glacée de la poésie, ce premier millimètre d'air au-dessus de la surface.
désirer le bois, la chaleur, sans la technique, sans l'objet pour le dévoiler, marcher pour savoir où aller. Heidegger craignait que la technique instrumentalise le vivant, que les surgissements deviennent une sommation à comparaître, comme l'interrupteur somme la lumière de jaillir. De la forêt, il m'arrive de craindre le pli ou la morsure. Pourtant, rien ne me menace. C'est peut-être ce qui n'arrive pas dont je suis le plus effrayé. La vérité ressemble à cet orignal qui se perd dans le paysage. La pratique artistique s'intéresse à des phénomènes insaisissables à échelle humaine. Par divers protocoles de traduction ou de transcodage, je cherche à rendre sensible la densité du vide qui nous sépare, celui dans lequel nous nous mouvons, au sein duquel nous communiquons. Je cherche à créer des dispositifs autonomes, des œuvres génératives qui tentent de faire contact entre le perceptible et l'imperceptible, et d'où en jaillit une certaine forme de narration. Si nous semblons prisonniers de l'illusion d'un monde unique, ces machines utopiques tentent de révéler l'imaginaire d'autres mondes possibles, parallèles ou sous-jacents à celui-ci. C'est un travail de recherche-création qui questionne sans cesse la notion d'au-delà, dans un contexte paradoxal où l'effondrement de notre civilisation est devenu un sujet récurrent. Parce que la vie est en chute libre dans tous les domaines. Une chute libre est le mouvement, dans le vide, d'un objet uniquement soumis à la pesanteur. Tous les corps en chute libre tombent dans le vide à la même vitesse, quelle que soit leur masse ou leur composition chimique. La Lune est en chute libre. Elle se déplace en ligne droite, sans rien pour la freiner.
dans un espace qui est simplement courbé par la masse de la Terre. Un objet en orbite est un objet en chute libre perpétuelle. J'ai entamé cette quête de l'invisible il y a un peu plus de 10 ans, en captant des ondes radio en provenance du cosmos grâce à un radiotélescope mis à disposition par l'Observatoire de Paris. Avec le temps, j'ai appris à fabriquer mes propres antennes pour capter différentes longueurs d'onde électromagnétiques présentes, de manière naturelle ou non, dans l'espace environnant. Pour y arriver, je travaille principalement avec des bobines de cuivre, de formes et de dimensions variées. Élément simple, composé d'un seul type d'atome, le cuivre est l'un des rares métaux à se trouver pur à l'état natif. Ce serait aussi le premier métal à avoir été utilisé par l'être humain au cours de son histoire. Pour transposer les phénomènes captés en fréquence audible, ces bobines de cuivre sont reliées à des circuits électroniques conçus sur mesure, mais similaires à tous ceux que l'on retrouve dans nos équipements à base de circuits intégrés. La matière principale qui les compose est le silicium. Le silicium est l'élément le plus abondant dans la croûte terrestre après l'oxygène. Semi-conducteur, le silicium est maintenant le matériau essentiel qui compose nos ordinateurs, nos smartphones, nos objets connectés. Plus précisément, c'est dans le silicium que se stockent nos données. C'est donc au cœur de cet élément que nous inscrivons en ce moment même nos présences fantômes. C'est là que nous continuons nos activités à corps permis. Ou là, peut-être, que nous faisons semblant de continuer. Parce que la vie est en chute libre dans tous les domaines. Alors, bonjour. Voilà, nous revenons au programme. Nous nous excusons de cette entrée ou cette ouverture un peu chaotique. Hein. On peut bien s'imaginer que d'avoir les technologies les plus performantes nous confronte à la chose qui est la plus humaine, c'est-à-dire l'erreur, la faille, l'accident. Alors voilà. Nous allons poursuivre les présentations. Je fais juste résumer que les 3 premières étaient un bloc, et c'était un bloc qui représentait le travail de Véronique Belland, la dernière vidéo, la deuxième Julie Etu et moi qui était la première, Mario Côté. Alors on enchaîne avec le programme prévu. Et je cède la parole à Julie. Donc, nous allons passer immédiatement à Dali Giroux. Donc, Dali Giroux va nous présenter une intervention sur le thème, en fait, qui fait suite à l'invitation que nous avons lancée à une vingtaine d'artistes, penseurs, philosophes et historiens des idées autour de l'invitation du Fresnoy. Donc, je vous présente Dali. Dali Giroux enseigne la théorie politique à l'Institut d'études féministes et de genre et à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa depuis 2003. Son document vidéo, Épistémologie des bribes, est un florilège de scènes quotidiennes captées pendant la 2e semaine de septembre 2020, avec une caméra amateur dans une friche habitée des collines de l'Outaouais. Sa démarche témoigne d'une pensée propre à la vie dans les ruines, c'est de Saint-Paul.
Bribes, fragments qui restent d'un tout, restes insignifiants d'un repas, morceaux de pain donnés à un mendiant, au figuré, bribes de phrases, de souvenirs, le contraire de la totalité, des connaissances superficielles. Briba, malice, fraude, gueux vaurien, bribilla, vie paresseuse du mendiant ou du voyou. Bribard, mener une vie de vagabond, morceaux épars. Bribe, money or favor given or promised in order to influence the judgment or conduct of a person in a position of trust. Briffaut, personne mangeant avidement, glouton, goulu, gourmand, mal élevé. En québécois, un sarf. Briffer, manger beaucoup. Bribe, un mot à l'étymologie inconnue, issu de l'oralité du Moyen Âge. Pain et vagabondage, une pensée pauvre, une pensée de pauvre, une connaissance par la pauvreté, un présent infusé des choses proches, de désirs immédiats. Connaître à partir de bribes, n'avoir que des bribes pour comprendre le présent, penser comme un voyou, survivre avec des restes. Salut! C'est-tu moi que tu viens voir? Eh oui. Yes. Ton chien prend-tu les 10 000 bons? Ben, tu peux y offrir. Ah! C'est un cadeau. Pas de problème. Hey, merci. Tu peux me revirer dans ta cour? Oui, pas de trouble. Une pensée de la ruine est une pensée en ruine, une pensée qui n'arrive pas à faire système. Une pensée de la ruine, ce sont des morceaux de pensée, une pensée en bribes que l'on ne cesse de recomposer de manière cubique ou paranoïaque ou lyrique, que l'on recommence comme il faut se nourrir à chaque repas. Ce sont des morceaux attrapés au hasard des nécessités, dont on échappe la plupart, que l'on avale sans trop juger,
qui arrive de tous les points d'une surface qui est en constant éclatement. Un seul monde qui éclate sur plusieurs plans, un éclatement qui se produit à plusieurs vitesses en même temps, au ralenti, en staccato, de manière stroboscopique, par inertie. Des morceaux immédiats, des morceaux médiatisés à différentes échelles, fondus, évaporés, aveuglant, indifféremment. La pensée en bribes est une pensée multitude qui arrive et surgit et reflue par le bas, depuis le bas fond d'un monde devenu impossible et qui est au demeurant vivant. Il n'y a pas de pensée unique de l'effondrement pour l'effondrement. Dans la ruine s'exprime une créativité féroce et microscopique, topique, bancale, multidirectionnelle, contradictoire, sans résolution, en tension vitale, en bien et en mal, des miettes de pain, presque rien. Manger, trouver à manger, chercher à organiser la mangeade. Non pas une métaphysique, mais une gastronomique. S'ennuyer, virer fou, s'épuiser, pourrir, certes. Comme ça. Une pensée en bribes est une pensée ruineuse, qui s'abouche une parole cosmique, qui jointe et déjointe l'espace et le temps. Une pensée substance vivante, connective, transitive, qui contribue, comme un mélasse, à l'effondrement qu'il s'agit de penser, dans lequel il s'agit de persister,
de vivre, d'inventer, qui texture la pensée et duquel il faut nécessairement, parce que c'est tout ce qu'il y a, se nourrir, se loger, s'éduquer, soigner, se réchauffer, raconter. C'est une pensée qui tisse d'autres mondes en travers ceux-là qui s'écoulent, d'une coulée, d'un surgissement non linéaire, poétique, abrupt, constant, sans repos, ici et maintenant, alors qu'il y a trop de lumière, alors qu'il y a du gaz et des collisions, alors que des petites boîtes sont insérées dans des petites boîtes au bout de transit qui rendent malade. Les bribes sont ce qu'il y a. Édouard Glissant dit à Lise Gauvin: il me semble que toute l'histoire des arts de toutes les humanités est une espèce de tension vers ce point de fusion, de connivence avec l'autre de l'animal, l'autre de l'arbre, l'autre des choses, et que cette sourde tension a toujours été, et peut-être heureusement, parce que c'est une tension insupportable, masquée, barrée par une conception du beau comme consentement à des règles, consentement à des lois, consentement à un ordonnancement. Mais l'esthétique, pour moi, c'est la divination de cette relation de connivence dont j'ai parlé. Ben, Goya, il fait un retour chez nous, fait qu'on le raccompagne. Mais là, il va pas rentrer chez lui. Ben, c'est ça. Jusqu'à temps qu'il rentre, là. J'ai appelé John, mais il était pas là. John n'est pas là. Peut-être peut-être là. Ah oui, aussi. Ouais. Les animaux domestiques. Une pensée des bribes se meut dans la substance de la liaison magnétique, où il s'agit de recommencer le monde, pauvrement, dans la contiguïté. I've chosen silence again and again over. Voilà. Nous allons enchaîner avec la prochaine personne, le prochain artiste, qui est Fay Mullen. Fay Mullen est une artiste qui œuvre dans le domaine de la photographie, l'installation, la performance, dans une perspective bispirituelle et mixte autochtone. Elle est Anishinaabe et Algonquine. Elle est titulaire d'une maîtrise conjointe de l'Université de Toronto et du Fresnoy et poursuit actuellement un doctorat en études et pratiques des arts à l'UQAM.
Fémulène fera sa présentation en direct. Alors, elle fera le commentaire sur les images qui seront projetées en direct. Le titre de cette présentation et de cette œuvre, je devrais dire, est « Le silence précède la création » et constitue une forme de synthèse de la recherche qu'elle mène sur les diverses représentations du mur, le mur dans l'espace médiatique et artistique. Alors, nous serions prêts pour présenter le document de Fémulène. Over in my life, and so when given space to articulate, I consider the 8-year-old within who decided for 2 years to silence herself, acknowledging the agency in that decision, as well as the ceremony within such an act. Her, then, and myself now, would always rather choose silence over surrendering to a colonial tongue. Still bound to my bilingualism after learning for years Anishinaabe, I speak in English, I speak in French, and so to say, I consider neither silence nor language a wall, and yet both hold the potential to be ground. Talking about walls matters all the more when the mechanisms by which we are blocked are less visible. In this same breath, I ask, what is a wall? Alors qu'est-ce un mur? Un mur est une structure destinée à enclore, protéger et supporter des charges. Le mur physique, architecturel est plutôt vertical et perpendiculaire au sol. La relation entre lui et le sol est inestimable. Souvent fait un matériel opaque qui sépare et délimite, voire plus qu'un espace. C'est par la ligne verticale élevée sur une certaine longueur, hauteur et épaisseur dans son usage. Transfiguré, le mur est ce qui constitue d'un obstacle. A wall is what you come up against. Mais pourquoi a lieu la construction du mur? But might we ask why the construction of the wall? The history of wall is strongly opposing the interconnection of our instinctual desire of living with the territory, the instinct to wrap our inhabited spaces in a protective membrane of animal skins
police brutality against Kanu's Black Lives Matter. The erroneous donation reserves that make up only 0.01% of so-called AA Canada with punitive access to drinking water. For representation of BIPOC in foster care and labor incarcerated missing and murdered Indigenous women, peoples, and Two-Spirit family members. Construction and that's what really should be clear about the border, that there is nothing natural about it. And in fact it's a highly constructed place that gets reconstituted and reproduced through the crossing of people. An imaginary line or it's just a river, it's just a These walls impregnated with fear and impossible to protest. All these structural walls as war boundaries are but one wall crossing contemporary human experience. In India, there is graffiti referring to the walls in Belfast, murals referring to the walls in Palestine. Ce sont tous des murs qui permettent une identité politiquement changée, qui délimite un cadre, surtout une identité à nous qui portons la frontière, qui portons la date de la connectivité du mur nous a through which we get understanding of the constellations of relation, though particularly inspired by another nation's insight leaning into Blackfoot formation of language. We see not objects and nouns, we experience relationality. A chair is not a chair, but rather a context for sitting. A wall is not a wall, but rather an effective communication. Place a break next to another, not placing matter against matter, placing effect against relation against relation. Alors si la perspectivité est jouée dans son la question de l'espace pour l'intervention, nous sommes attirés comme la question de je souligne avant tout le potentiel de franchise. Cette variable de l'architecte, tout ce qui semble. Celle de naviguer vers le sud.
photo sur un mur. Ensuite, j'oublie qu'il y a un mur. Je ne sais plus ce qu'il y a derrière ce mur. Je ne sais plus qu'il y a un mur. Je ne sais plus que ce mur est un mur. Je ne sais plus ce que c'est qu'un mur. I no longer know that within the room there are walls, and that without walls there would be nothing. The walls no longer serve to delineate, define the room imagery. It is but the support to the landscape. I come to forget the wall, though I dismiss too eventually the landscape. I hung the landscape upon the wall, and so to forget the wall, though by forgetting the wall I forgot the landscape. There are paintings because there are walls. Il y a des tableaux parce qu'il y a des murs. Landscapes render walls penetrable. But walls, let us remember, remain still. We first have to survive in order to escape. And we first have to escape just enough before we demobilize. Voilà, voilà, on a interrompu voilà, la présentation. Oui, est-ce que ça va? Oui, alors on va enchaîner avec Philippe Aubert-Gauthier, qui est artiste et professeur à l'École des arts visuels et médiatiques de l'UQAM depuis 2019. Ça fait très peu de temps, et membre d'Hexagramme. Il est artiste et chercheur à la croisée des arts, des sciences et des technologies, priorisant les œuvres sonores. Il développe une pratique artistique et critique qui aborde les questions liées à la construction de l'identité sociale et au développement du numérique. Son intervention en direct, webcam, identité vidéographique, du multiple à l'accumulation, entre performance offline, performance online. Elle aborde cette question de l'image multiple du soi à l'ère du self-streaming. Alors, on pourrait passer à Philippe Aubert-Gauthier.
Donc, merci, Philippe Aubert-Gauthier. Donc, on va passer actuellement à la dernière présentation. Donc, la dernière partie, on termine en fait le premier segment de 2 qu'on va reprendre dans 15 minutes. On va terminer, puis on va rejoindre les artistes qui nous ont présenté leurs œuvres et leurs vidéos directes ou leur communication. Donc, on va les rejoindre pour une série de questions. Puis, pour terminer, on va rejoindre deux artistes, en fraude. C'est Audrey Sanson et Francisco Gallardo. Donc, c'est un duo d'artistes-chercheurs basés en Angleterre. Audrey Sanson enseigne au Art Department de l'Université Goldsmith à Londres en Digital Art Computing. Et Francisco Gallardo est titulaire d'un doctorat de la School of Geography de Queen Mary University of London. Ils sont actuellement en résidence au Somerset House Studio de Londres. Ils développent leur pratique autour d'une forme d'enquête guidée par l'art qui examine la financiarisation par le biais de pratiques extractives de données et cultive l'ébauche de cosmogonie critique et anticoloniale. Donc, la vidéo qu'ils vont nous présenter, qui s'intitule Unclaimed Latifundium, Eat More, Fish Further, rassemble plusieurs extraits d'actualité provenant des programmes NODO, acronyme pour Nouvelles et Documentaires, sur la pêche espagnole et la propagande de la pêche sous le régime de Franco. Ces préambules cinématographiques ont lentement construit le mythe de la modernité franquiste, y compris plus tard le développement agressif de la pêche industrielle, soutenu par le contexte nostalgique de la pêche artisanale en rivière. Donc, on passe à la vidéo de Fraude. Puis on vous attend prêt pour la série de questions. Est-ce qu'il y a la
Alors, oui, est-ce qu'on peut mettre le micro? Oui. Oui, merci. Alors voilà, on a terminé ce premier cycle de présentation. Oui, il faudrait couper le son. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je crois que ça va. Annie-France, est-ce qu'on m'entend? Oui, non, c'est les vrais oiseaux. Mario, oui, bon. on vous entend parfaitement, François. Merci, voilà, enfin, il y a quelqu'un au bout de la ligne. Raphaël, je crois que nous avons épuisé le temps. Je crois que vous devez peut-être terminer la séance à cause de l'heure. Je crois qu'il est 21 heures. Oui, voilà, on doit terminer au plus tard à 21 heures. C'est donc dans une dizaine de minutes, grand maximum. Bon, on a prévu, c'est-à-dire que nous, on pensait prendre 15 minutes pour répondre, en tout cas, oui. adresser des questions, mais si vous retirez, vous dites aussitôt. Je m'assis, prenez les 10 prochaines minutes, en tout cas de notre point de vue. Nous, on peut continuer encore 10 minutes. Parfait, c'est bon. Donc, je vais enchaîner, je vais résumer un peu la première partie. Donc, résumer en quelques mots la première partie montréalaise du colloque qui touche à cette idée d'être présent. Je dirais qu'il s'agit de poser les pieds dans les ruines vitales, pour reprendre les mots de Dali Giroux. Et ce, sans craindre le souffle indistinct de l'humain qui vient, ni les solitudes assumées d'une humanité qui cherche à ouvrir sur le sens au-delà de la technique. Donc, j'aimerais, si Audrey Sanson et Francisco Gallardo du duo Fraude sont présents, j'aimerais leur lancer une première question. Donc, c'est la dernière vidéo qu'on a vue. Donc, dans votre document vidéo, vous proposez une cosmogonie critique. Pouvez-vous développer sur votre travail la forme aussi que l'enquête guidée par l'art et évoque à travers votre pratique? Donc, si vous pouvez développer un peu sur l'idée de ce qui implique ce concept d'enquête guidée par l'art. Oui, absolument. Est-ce que vous nous entendez? Oui, on t'entend, Audrey. Très bien. We're going to speak in English because it's the common language of the duo. Perhaps I start by quickly saying, because there's very short time, that we are, in a way, we were reflecting on the present through the archive, in the way that the archive is performing the future, of course, in this kind of optic. And to maybe answer this idea of how cosmogony is this idea of world building, of course, from Sylvia Wynter, and the importance of thinking about how a concept of what the world may be, or this conceptualization of the world, is also an inscriptive process. It's also creating the world. And she obviously fabulously details why it's so important to think about how these conceptions are created and what kind of power structures they create, in order to then be able to imagine and create something different. So this is, in a way, the respect with which we try to think of our practice. And in this case, was a very specific context of how we arrive at this situation of partnerships with third countries, which are completely almost unilateral rather than bilateral, and what partnership means and how these kind of colonial structures are continued and where are they rooted in this case, Francoist propaganda. I mean, a question of method also, like I'm not sure was said just before, but when we talk about art-led inquiry, we talk about the power of aesthetics or certain critical art practices to put forward certain kind of questioning. Now, that's the first focus that we have. And the second will be like echoing Isabelle Stenger's Pensar per le milieu, thinking through the middle. You know, it's both thinking
with environment in a sense, but also thinking when you arrive to a question of a problem, you arrive through the middle. There is no starting, there's no beginning point. That's also forms part of the way that we operate. Est-ce que Dali Giroux est présente aussi? Je serais intéressée d'entendre Dali Giroux sur réagir à votre présentation, à votre explication sur l'anticolonial, la cosmogonie critique. Est-ce que Dali est présente? Est-ce que Dali est présente? Dali? Oui, je suis là. Vous m'entendez? Ben, c'est intéressant hein, parce que de ramener toute cette espèce de tissage, dans le fond, entre une activité traditionnelle et toute cette épée de la modernisation dans un contexte autoritaire, mais finalement assez enveloppé dans une idéologie du progrès, ça nous ramène beaucoup à ce qui s'est passé ici au Québec d'une part avec le développement du Grand Nord, des barrages hydroélectriques, etc. C'était pas mal la même ambiance, là, Duplessis, Franco, les grands espaces, les coureurs des bois, les pêcheurs portugais. Il y a ce truc-là qu'il y a un monde ancien et un monde très moderne qui se sont mis ensemble. Et c'est ce dont on hérite, c'est le monde cassé dont on hérite. Et les pièces éparses avec lesquelles nous, on doit travailler, recomposer, ces éclatements-là, ils viennent à la fois d'un monde très ancien et d'un monde industriel, disons, ruineux, si on veut. Dans mon projet, c'est un peu ce que j'ai essayé d'évoquer aussi, ces morceaux-là, ces morceaux éclatés avec lesquels on doit travailler. Cette présentation-là, pour moi, elle est allée chercher comme quelque chose de fiché dans le temps, dans les années 50, 60, 70, où ces choses-là se sont arrimées ensemble. Quelque part, oui, c'est de ces morceaux éclatés-là qu'on hérite, il me semble. Peut-être que je pourrais poser une question à Philippe Aubert. Philippe Aubert, justement, on pourrait enchaîner dans ce tâche archives, identité. Il me semble qu'il y a là aussi quelque chose qui se travaille avec ce que pourrait être les archives du web. En tout cas, il me semble que toutes les images, les sons avec lesquels tu travailles, tout de suite, on identifie, tout de suite, on les comprend comme d'identifier je dirais à l'ère électronique. Est-ce que ça peut faire la question d'identité? C'est une bonne question. C'est aussi une question énigme parce que j'avoue que j'ai raté 30% des mots, donc je vais compléter. Mais c'est ça, la réalité, à l'ère numérique, il faut que notre cerveau ajoute et remplace les bouts de voix que Zoom nous emprunte. Mais pour moi, merci d'ailleurs, Mario, là, pour la question, mais c'est certain que j'ai vu des liens en voyant et écoutant les autres. Moi, ce qui m'intéressait aussi beaucoup, c'est le mythe du virtuel. Là, en fait, je suis pas mal intéressé au matérialisme numérique ou digital materialism. Puis là, c'est là qu'il y a aussi un lien avec tout ce qui est mining, la colonisation dont on parlait. Parce qu'il ne faut pas oublier que la colonisation, c'était un peu d'aller chercher des ressources dans d'autres pays, et tout ce qui est minier, mais maintenant, notre numérique est un peu un décalque de ces infrastructures-là, de relations entre les pays, qui étaient les pays dominants, qui sont les pays dominés, qui est miné. Puis pour chaque instant qu'on passe en ligne, on transforme du silicone en information matière. Personnellement, je ne savais pas trop si j'étais triste ou heureux quand je me transformais en poids. Quand je dis « Ah, j'ai travaillé pour 8,88 grammes », je ne sais pas si j'étais heureux d'avoir une petite trace au niveau de la pollution, ou finalement 8,8 grammes, c'est presque rien. Mais moi, je voyais pas mal de liens, et ça, c'est certain, en fait. Puis, je ne sais pas pour vous, mais à force de me voir en vidéo, de remplir mes disques durs, de voir les statistiques, où est-ce qu'en fait, il y a 2 personnes qui regardent l'enseignement synchrone, ça me donne une espèce d'ambivalence au niveau de l'émotion. Mais pour moi, c'est irrésolu, en fait. Je n'ai pas vraiment répondu, je pense, à la question complètement.
les documents. Ah, on m'entend pas, on m'entend pas. Voilà. Est-ce que oui? Bon, alors voilà. Alors, je vais essayer de reprendre ce que je disais. J'étais parti avec une lancée. C'est quand même incroyable. Bon, c'est toute cette question-là technologique, oui, qui est complètement fait de ruptures, de brides, qui est fait de fragments, qui nous fait la vie dure. Et de l'autre côté, il y a ces documents d'archives qui persistent. Hein, l'archive persiste, les films documentaires, vous les avez retrouvés, ils réapparaissent, hein, ils ne disparaissent jamais. Et bon, où je m'en vais, je veux adresser une question à Fay. Il me semble que Fay Mullen, oui, elle a fait un travail de synthèse, mais j'ai l'impression qu'elle a fait un travail de synthèse aussi pour les présentations, toutes les présentations qu'il y a eu cet après-midi. Cette présence de l'image, cette présence constante, infinie, sans fin de l'image, où loge justement l'information, où loge les archives, où loge les textes, les mots, nous hantent. Alors, Fay, ce n'est pas tant une question que je te pose, mais par rapport à cette question-là de l'archive, qu'est-ce que comment tu réagis? Oui, cette question d'archives me hante en particulier en ce moment parce que tous mes disques durs sont à Montréal et me sont inaccessibles en ce moment. Fay, on entend à peine. Ah, c'est vrai. Est-ce que c'est mieux si je me rapproche? D'accord. Je vais juste m'introduire. Ichi Zaigaigan wa Bishkigurichigami Anishinaabe Algonquin Umawininiweg Jaganash Italian and Irish Yet Nikurne Oshkabewes Nizin Ojijak Enamiki Binesueg Nindodem Veimalan Indignicas. C'est une question d'introduction pour en fait retourner à la terre et retourner au territoire et retourner à cette relation avec nos relations qui sont les plus pertinentes en ce moment. Et ce ne sont pas nos relations entre humains, mais par contre, et aussi surtout nos relations avec la terre et les eaux. Et cette question de disque dur et la question de recherche qui concerne les murs et comment la société aujourd'hui, on est basé dans notre idéal et toute notre méthodologie binaire. Je trouve ça hyper problématique et ce qui nous hante dans la plupart de notre... ce qui nous bloque par rapport à la guérison. C'est ce que je suis en train de rechercher et essayer de liens. Et colonial, ouais. Ouais, disparu. Tu as terminé, Fay? Alors, tu as terminé avec un sando, avec une voix qui a été vers un fade-out. Peut-être que je pourrais juste dire un mot de la fin dans le sens que je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais puisque on a un peu regroupé vos documents sur cette idée-là de être présent, et j'ai l'impression que nous sommes dans un présent tellement infiniment petit, tellement petit qui se restreint, et d'un autre côté, dans un être présent où on est dans l'infiniment grand. C'est-à-dire que quand je parle d'infiniment grand, c'est-à-dire qu'on ne peut pas penser le présent sans mettre toutes ces couches de l'histoire, du passé,
d'une connaissance même du futur. Alors, j'ai l'impression qu'on a un tiraillement entre être présent aujourd'hui et le vivre réellement. Donc, je pense qu'on va poursuivre ces questions-là dans les prochaines présentations. Je vous remercie. J'aimerais juste dire, avant qu'on termine, puis qu'on ne soit plus non plus connecté avec le Fresnois, je voulais juste dire que, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire notre introduction de départ, qui mettait un peu en contexte le lien de toutes les présentations. Donc, je voulais juste dire qu'au départ, on était un collectif, donc le Fresnois nous a lancé la question de l'humanité, de l'humain qui vient. Puis nous, n'étant pas capable de répondre directement à la question, on a retourné un peu la question pour poser celle de l'humain qui ouvre, pour s'inscrire dans quelque chose qui est plus près des humanités, donc qui répondait un peu aux questions sous-jacentes au transhumanisme, donc à la fragilité, la mort, la vieillesse, des thèmes qui nous habitaient dans notre pratique. Donc, on a voulu, puis étant pas nécessairement habilité à répondre à la question, qu'on trouvait extrêmement vaste, on a lancé l'invitation à des artistes, des penseurs, des gens pour qui on avait une affinité ou une sensibilité particulière. Donc, on a été étonnés de voir la réceptivité puis la générosité de chacune des réponses qu'on a obtenues. Donc, je voulais juste, même malgré tous les problèmes techniques qu'on a eus de départ, ramener que la question qu'on vous a lancée, qui était très vaste, qui était celle de définir qui est l'humain aujourd'hui, maintenant, dans quel lieu il habite ou par quel lieu est-il habité. On voulait juste vous remercier et dire que ces réponses-là que vous avez apportées vont vraiment nourrir le collectif qu'on est en train de construire autour de ce thème, effectivement très vaste, mais dont on n'a pas envie de réduire non plus toutes les avenues que ça peut prendre. Donc, on va poursuivre après, on poursuit de 3h15 à 4h30 avec d'autres réponses aussi intéressantes que celles qu'on a obtenues avec vous. Donc, merci infiniment. Merci. Puis, on espère une suite aussi de ces réponses que vous avez apportées. Donc, merci beaucoup. Merci aussi à nos amis du Fresnois. Oui. Au revoir. Merci beaucoup. Merci les amis. Au revoir.